Anne-Camille Diaz. Anne est professeure de neurosciences. Elle est chercheuse au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Saint-Charles, spécialisée dans l'intégration multisensorielle. Elle est également la directrice de l'école universitaire de recherche Neuroschool, qui a été ce matin énoncée par Guillaume Masson. C'est une école qui regroupe la licence 3, le master et le doctorat de neurosciences. Et aujourd'hui, elle nous présente les applications cliniques de l'IRM fonctionnel du cerveau. Merci beaucoup, Anne. Merci Wafa pour la présentation. Merci aux organisateurs de la journée. Je suis ravie de vous présenter cette approche qui est vraiment l'approche du coloriage. Je revendique l'expertise du coloriage, l'IRM fonctionnel. Donc, il vous a déjà parlé des techniques d'imagerie d'IRM et on va voir que la particularité, c'est que l'IRM permet de faire différents types d'images. Donc, je vais vous parler d'un autre type d'image qui est dit fonctionnel. Évidemment, la vidéo n'a pas marché. C'est vrai. Il existe donc avec la même machine, donc qui est un scanner d'IRM, qui peut être à 1.5D ou 3D. En général, pour faire fonctionner, on fait au plutôt à minimum 3D. On peut faire à la fois des images anatomiques, structurales, que vous avez déjà vues, qui permettent vraiment de faire des diagnostics, comme on a vu. Mais on peut, avec le même scanner, faire un autre type d'image, qui sont des images fonctionnelles, qui permettent de voir l'activité du cerveau, de voir les régions qui s'activent dans votre cerveau quand vous réalisez un certain nombre de tâches. Ici, par exemple, c'est des exemples d'activation qu'on observe dans un cerveau lorsqu'un sujet est en train de faire une exploration de textures haptiques, par exemple, avec son doigt, ou qu'il explore des textures simplement avec le son. Donc, vous voyez qu'on arrive à identifier quelles sont les régions qui sont impliquées dans une tâche pendant que le sujet est allongé dans un scanner. On peut donc à la fois regarder l'activité qui est liée à une tâche, donc par exemple aussi bouger ses doigts, mais vous allez voir aussi qu'on peut enregistrer l'activité du cerveau quand on ne fait rien. On appelle ça l'activité de repos. Donc on demande au sujet de ne faire absolument rien et on regarde quelles sont les régions qui s'activent dans le cerveau pendant cet état de repos. Et vous allez voir que de manière étonnante, ce n'est pas du tout des activations aléatoires. Juste peut-être une petite idée de qu'est-ce que ça veut dire enregistrer l'activité du cerveau, ça vient d'où le signal? Ce n'est pas du tout une photographie, bien sûr. Quand on veut s'intéresser à l'activité cérébrale, donc ça c'est notre but, on veut savoir où est-ce que ça s'active dans le cerveau. Comment on fait ça? On sait que quand une région cérébrale s'active, ça nécessite de l'énergie. Ces consommateurs d'énergie, or nos neurones, ils ont besoin pour fabriquer de l'énergie de glucose et d'oxygène. Ce glucose et cet oxygène leur est apporté par le sang. Et donc, ce que l'on fait en IRM fonctionnel, ce que l'on enregistre, ce n'est pas les variations d'activité des neurones, mais c'est plutôt les variations du débit sanguin qui va augmenter dans la région qui est activée. Donc, on appelle ça une technique indirecte. D'accord? Et grâce à ça, on va être capable de voir très finement quelles sont les régions qui s'activent, même si c'est une technique indirecte. Alors, quelles sont les applications possibles de cette IRM fonctionnelle? Quand est-ce qu'on s'en sert en clinique? On va s'en servir pour mieux comprendre les conséquences d'une pathologie, de l'origine d'une pathologie, si c'est l'origine du cerveau. On va bien sûr s'en servir aussi à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique. Dans ces trois cas, je vais essayer de vous donner des exemples précis de comment on utilise l'IRM fonctionnelle. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais dans votre cerveau se trouve représentée l'intégralité de votre corps. Et donc, on appelle ça une cartographie du corps dans des régions très particulières de votre cerveau qui font que si je vous stimule le pied, on vous touche le pied, ça va activer une région très précise de votre cerveau qui est la même chez chacun d'entre nous et qui fait que vous allez être capable d'identifier que c'est bien votre pied qu'on a touché et non pas votre main parce que votre main activerait une autre région du cerveau. Et le fait qu'on ait cette cartographie permet donc de localiser, par exemple, les stimulations qui soient produites sur notre corps, même si on ne voit pas ce qu'on nous a stimulé. Et bien, on peut s'intéresser à ce que devient cette cartographie lorsqu'on perd un segment corporel, ce qui est malheureusement le cas chez les sujets, par exemple, après une amputation. Que devient la région qui était celle du segment corporel qu'on a amputé? Après une amputation, très souvent, les sujets vont continuer à percevoir leurs membres disparus. On appelle ça des sensations fantômes, puisque les membres n'existent plus. Et associées à ces sensations fantômes sont souvent très associées également des douleurs fantômes qui sont extrêmement fortes. Donc, on s'est beaucoup intéressé
à ces questions pour cette phénomène, notamment à cause des douleurs fantômes. Donc ici, vous retrouvez à gauche la représentation du corps, qui est dans une zone très précise du cortex sensoriel, qui est ici. Et ici, vous avez des régions qui sont activées en enregistrant en IRM pendant qu'on demande à un sujet de bouger les lèvres. OK? Et ce que vous voyez, c'est qu'on voit très bien s'activer la région qui correspond à la région des lèvres dans la cartographie connue du corps l'ancêtre. OK? Ensuite, on a demandé la même chose à des sujets amputés mais qui n'avaient pas de douleur fantôme. OK? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est très similaire au sujet. Enfin, on a demandé à des sujets amputés avec douleur fantôme de bouger leur lèvres. Et ici, cette fois-ci, vous voyez une grosse activation qui correspond bien sûr à la zone de la bouche, mais qui va aussi recouvrir la zone qui est juste à côté, qui se trouve celle de la main amputée. D'accord? Et en fait, c'est l'équipe notamment de Fleur en Allemagne qui a montré que plus l'envahissement est grand, plus ça correspond à des sujets qui ont de très fortes douleurs fantômes. Et du coup, bien sûr, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait essayer de contrecarrer cette réorganisation qu'on va dire maladaptive, parce que le cerveau qui va organiser, mais ce n'est pas positif, donc on l'appelle maladaptative. Et donc, en l'occurrence ici, nous sommes en train de tester l'effet de réalimenter le cerveau avec des afférences sensorielles qui correspondraient aux membres disparus pour essayer d'inverser cette réorganisation maladaptive et d'enlever les douleurs fantômes. C'est une étude qui est en cours de test actuellement et on a un poster qui vous dit en savoir plus aujourd'hui qui est présent. Par ailleurs, il se recherche du sujet amputé volontaire. C'est ce qu'on appelle IRM. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec l'IRM fonctionnel? Eh bien, on peut regarder ces fameux réseaux, ces régions qui s'activent quand on ne fait rien. Quand on ne fait rien, le cerveau, vous savez, est toujours en activité. Et on a pu observer que les activations du cerveau, elles ne sont pas aléatoires quand on ne fait rien. On a des régions qui sont coactivées ensemble, et c'est toujours les mêmes, elles forment des réseaux. Et c'est vrai chez tout le monde. Par exemple, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle le réseau centromoteur. C'est quoi le réseau centromoteur? C'est toutes les régions qui sont impliquées dans le contrôle du mouvement, qui vont s'activer en même temps pendant un moment de votre temps de repos. Et puis, vous en avez d'autres. Vous avez le réseau de l'attention qui va s'activer aussi, le réseau du langage. Et on peut donc identifier, vous voyez, des réseaux de régions qui se coactivent alors même que vous ne faites rien. D'accord? Et on va se servir de ça parce que le gros avantage de cette approche, c'est que vous pouvez être n'importe quelle personne dans l'IRM, il n'y a aucune tâche. On demande absolument le même sujet, si c'est de ne pas bouger et de rester tranquille pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Et on a pu, par exemple, ici, identifier le fameux réseau centromoteur chez des sujets adultes jeunes. Vous voyez qu'il est très bien délimité. Et on a fait la même chose, on a comparé ce réseau centromoteur à un groupe âgé, de sujets âgés, entre 65 et 75 ans. Et vous voyez que ce réseau centromoteur du sujet âgé n'est pas exactement le même que le sujet jeune. En l'occurrence, il est beaucoup moins focal et il va interagir beaucoup plus avec les régions frontales ou temporales. On dit qu'en fait, le réseau, il est beaucoup plus interconnecté avec les autres réseaux. Il est moins isolé, moins séparé, moins spécifique. On va voir qu'on utilise aussi ces approches pour caractériser les pathologies. Donc, dans le cas du diagnostic, on peut donc utiliser l'approche IRM fonctionnelle pour faire du diagnostic. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais ça me paraît important de le souligner. Par exemple, dans le cas de diagnostic pour les tumeurs, on va utiliser l'IRM fonctionnelle parce que la problématique est bien sûr d'enlever un maximum de tumeurs en gardant intact le reste des tissus et surtout de faire attention de ne pas enlever des tissus cérébraux qui pourraient entraîner des dommages neurologiques permanents post-opératoires. Donc, très souvent, on peut, chez les patients, vous avez ici, donc en gris, c'est de l'IRM anatomique. Vous voyez très bien ici la tumeur dans le lobe temporal. Et ici, on va demander aux patients, par exemple, d'effectuer une tâche de langage, de parler. Et on va identifier qui sont des régions qui sont très proches du cortex auditif. Et donc, on va identifier les régions qui, chez ce sujet-là, sont impliquées quand il parle, de manière à éviter, bien sûr, de les enlever au cours de l'opération.
Si la tumeur est localisée plutôt du côté du cortex moteur, à ce moment-là, on va demander au sujet de toucher sa main, sa langue, pour vérifier à nouveau ici la tumeur en blanche, jusqu'où on va pouvoir aller avant de créer un dommage moteur collatéral post-opératoire. Donc, l'IRM fonctionnel peut servir en faisant des tâches, mais on peut aussi faire exactement la même chose sans tâches, puisqu'on a vu que les réseaux, ils sont existants dans le sujet qui ne fait rien. Donc, on peut aussi enregistrer l'activité du cerveau du sujet qui ne fait rien. C'est le cas ici. Vous voyez ici, bon, là, évidemment, il y a des missions qui sont beaucoup plus grosses. Et on a identifié ici le réseau moteur de manière à voir si l'extraction ici de la tumeur allait ou non toucher le réseau moteur du patient. Et dans notre cas ici, c'est plutôt le temporal avec les aires de portée. Donc, l'IRM fonctionnelle, elle peut être utile pour voir autour de la tumeur, quelles sont les lésions qui sont encore intactes, qui sont encore utiles, dans quelle fonction, et faire attention évidemment de ne pas les prélever au cours de l'opération. Et ça a vu, donc dans une méta-analyse, il a été prouvé que c'était extrêmement bénéfique de faire une IRM fonctionnelle très un autre exemple que je mettrai absolument pas, c'est intéressant de signaler. On peut aussi utiliser les règles fonctionnelles en diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si c'est utilisé, mais j'ai vu ça dans des études de recherche. Ça c'est très intéressant de le signaler. On peut donc faire chez des patients d'Alzheimer, on s'est rendu compte bien sûr que les réseaux qu'on enregistre en état de repos, ils ne sont pas normaux chez un patient atteint d'Alzheimer, et en particulier pour ces réseaux ici, notamment ce qu'on appelle le réseau par défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que un des enjeux de la maladie d'Alzheimer, c'est de la détecter de manière la plus précoce possible. Et on a pu constater que chez des patients qui ont des déficits cognitifs légers et qui sont donc potentiellement de futurs malades d'Alzheimer, on a pu détecter que la connectivité fonctionnelle était particulièrement anormale dans le réseau par défaut. Et ça peut être du coup devenir un test marqueur, précurseur éventuel de la maladie, d'autant que dans ce réseau-là, on a aussi constaté que le dépôt de plaques amyloïdes, qui est la caractéristique de la maladie d'Alzheimer, est extrêmement important. Et donc, ça peut être très utile pour avoir un diagnostic clinique précoce. Dernière chose, l'IRM fonctionnel, c'est extrêmement puissant aussi pour faire un suivi thérapeutique, un suivi longitudinal. Vous pouvez tester des sujets avant, après traitement. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans cette étude où on a immobilisé la main de sujet sain dans une orthèse et on a regardé avant et après traitement quel était l'état de leur activité cérébrale pendant qu'ils bougeaient la main, donc le réseau sensorimoteur. Donc, je vous montre ici que 4 sujets. Ici, c'est donné juste sur ce qu'on appelle le cortex moteur, sensorimoteur. Ça s'active quand vous bougez votre main droite, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le niveau d'activation avant immobilisation. Et puis là, maintenant, on immobilise la main pendant 5 jours. On refait exactement le même test 5 jours après. Vous êtes toujours capable de bouger votre main, bien entendu. Mais par contre, vous allez voir que dans le cerveau, l'activation, eh bien, elle a extrêmement diminué. Voire ici, on peut la détecter. 5 jours après l'immobilisation de la main chez les sujets sains, ça induit une diminution de l'activité cérébrale dans le cortex moteur. On a fait la même chose sur un autre groupe qui était également immobilisé, mais pendant qu'on appliquait des stimulations tactiles et proprioceptives musculaires. Donc, le sujet n'a jamais bougé, mais il avait des sensations illusoires que sa main bougeait dans l'orthèse. Et le fait de lui donner ces sensations de mouvement illusoire tous les jours, eh bien, vous voyez que les niveaux d'activité dans le cortex moteur n'ont pas changé, malgré les 5 jours d'immobilisation, ils n'ont jamais bougé leur main. Et avant et après, bien sûr, on ne voit pas de différence dans l'activité cérébrale. Ça veut dire que c'est très, très important. Je profite pour vous dire, si vous avez l'occasion, vous êtes immobilisé, c'est pas grave, vous allez le récupérer, mais on dit d'autant mieux qu'on continue à alimenter le cerveau, même juste avec des sensations tactiles. C'est-à-dire, ça, c'est en mode, je peux parler des exemples, c'est pas moi. Et juste pour vous dire que tout ce que je vous ai montré sur le cerveau, on est en train, aujourd'hui, on est capable d'essayer de faire de l'IRM fonctionnel de la moelle. C'est un peu ce que disait Guillaume, c'est extrêmement nouveau, c'est des approches extrêmement nouvelles, donc c'est pas encore extrêmement performant. Mais par exemple, on a une success story puisqu'on a réussi à faire un IRM préopératoire chez les patients lésés avec une lésion complète médulaire.
L'idée étant que chez ces patients, il devait être implanté une matrice d'électrodes de manière à les faire remarcher. Donc, c'est un travail qui est fait avec l'EFF par mon collègue Grégoire Courtine. Et dans le cadre de cette implantation, la question c'était comment optimiser le placement de la matrice de manière à être sûr de stimuler les bons muscles. Et donc, on a utilisé l'IRM fonctionnel pour localiser les zones de projection de chacun des muscles dans la moelle. Et ça a facilité la localisation de l'implantation. Et là encore, bien sûr, ce sont des études qui mobilisent énormément de gens. Évidemment, en premier lieu, des étudiantes, que j'ai des étudiants, des ingénieurs de centre, mes collaborateurs cliniciens, bien sûr, et mon équipe. Merci beaucoup pour votre attention.